bonsoir à tout le monde, ceux que j'ai pas encore salué. Donc bienvenue pour ce nouvel apéro code que Mathias va nous présenter. Donc ça sera une introduction au reverse engineering comme l'indique le titre. Et Mathias, je te donne la main. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Mathias Branger, je suis développeur Java Web depuis 4 ans et vous êtes avec moi ce soir pour une introduction au reverse engineering d'applications Android pour ce 23e apéro code. Tout d'abord, pourquoi un apéro code sur le reverse engineering? J'avais un projet personnel où j'ai une application sur mon téléphone dont les fonctionnements m'embêtaient un petit peu et j'ai voulu les automatiser. Et pour ça, j'avais besoin du reverse engineering. Donc ma roadmap principale, c'était de fouiller d'abord un petit peu dans le code de l'application parce que je savais que ça pouvait se faire. Ensuite écouter les données entrantes et sortantes de l'application, puis ensuite développer mon script d'automatisation. Sachant que au niveau de mes connaissances, c'est du Java et du Kotlin, vu que j'en utilise régulièrement, et que c'est le langage de programmation d'une app Android. J'utilise des apps tous les jours avec mon téléphone et j'ai déjà créé une application une fois, sûrement à l'école de mes souvenirs. Donc mes connaissances ne sont pas très poussées, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que juste fouiller dans le code, c'était quelque chose d'intéressant. Et donc cet apéro code, le but c'est de vous partager l'expérience que j'ai eue et puis de mon parcours là-dessus, et non pas de vous partager une expertise là-dessus puisque je n'en ai pas. Donc comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va regarder la définition du reverse engineering de façon traditionnelle, et puis on va regarder la construction et la déconstruction d'une application Android, le tout parsemé de petites expériences. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le reverse engineering ou rétro-ingénierie en français? Selon Wikipédia, c'est l'activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne et la méthode de fabrication. Donc à partir du moment où vous savez comment marche un système de l'intérieur, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Vous allez être capable de le modifier, le dupliquer, reproduire la même chose, quoi. Et aujourd'hui, le reverse engineering, c'est applicable dans divers domaines. Nous, celui qui va nous intéresser principalement, c'est l'informatique. Mais par exemple, une capsule qui ne fonctionnait que sur un certain type de machine dont je ne dirai pas le nom, protégée par un brevet, il fallait trouver un fonctionnement et comprendre pourquoi cette capsule marchait ainsi, et pour ensuite pouvoir la recopier et l'utiliser. Donc, que les intentions soient bonnes ou non, le reverse engineering est possible dans un tas de domaines. Mais heureusement, dans l'informatique, il reste aussi protégé, non pas par des brevets comme dans les objets, mais par la propriété intellectuelle. Il y a un texte, donc il y a des textes de loi là-dessus, mais globalement, ce qui nous intéresse, si vous voulez lire le petit pâté juste du dessus, ce qui nous intéresse, c'est que tout utilisateur légitime d'une application, donc qui a payé pour licence ou si l'application est gratuite, il peut rétro-ingénierer cette application. Attention à une exception sur la décompilation. C'est possible dans très peu de cas de figure, soit pour corriger des bugs critiques, soit en cas de si l'opération de décompilation est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel. Et les autres cas, en fait, on est dans un flou juridique par rapport à ça, donc méfiez-vous quand vous voulez faire de la décompilation. Ce sera un sujet dont on va parler dans cet apéro code. Les lois ne sont pas toutes les mêmes dans les différents pays, donc si vous voulez faire du reverse engineering, renseignez-vous quand même avant. C'est important. Il peut y avoir des retombées importantes. Donc pour commencer, avant de déconstruire une application Android, il faut quand même savoir construire une application. Et moi, ce que je fais à la base, c'est que quand j'installe une application, je vais sur le Google Play, je clique sur le bouton install, ça me télécharge un fichier APK et ça marche. Et donc ma démarche là, c'est de me dire, si moi-même je générais un fichier APK pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc c'est ce que j'ai fait en téléchargeant Android Studio, donc l'IDE de Google pour créer ce genre d'application.
je crée un template par défaut qui s'appelle Login Activity. Et là, ça me produit un ensemble de sources avec des fichiers Java que je retrouve et un tas d'autres choses qui nous intéressera pas forcément ici. Je passe à l'étape suivante, je demande à mon IDE de builder une release. Il me demande de signer l'application, donc je lui fournis un keystore. Et hop, j'ai une APK, c'était facile. Je l'installe sur mon téléphone, voilà ce que ça donne. Donc une application, un starter kit vraiment tout simple avec 2 champs, un formulaire et puis la possibilité de cliquer sur un bouton pour que ça nous affiche Welcome. Mais là, je me pose une question, qu'est-ce qui se passe entre le moment où moi j'ai mes sources, donc là où je vais développer, et puis le moment où je récupère mon APK? Alors il faut savoir qu'une APK, en fait, c'est un package. Si vous le récupérez et que vous le transformez en .zip, juste vous le renommez, et vous le dézippez simplement avec Windows, vous allez obtenir un certain nombre de fichiers, comme on peut le voir en bas à droite. Et ces fichiers-là, on peut remarquer qu'il y en a quelques-uns qui correspondent aux sources qu'on avait quand on a demandé à Android Studio de nous construire notre application. La plupart de ces fichiers, donc si on regarde sur la doc d'Android, on va savoir que Android manifest.xml, c'est tout un tas de métadatas sur l'application, que res et assets vont être des ressources qui vont être récupérées par l'application à différents moments, comme par exemple des images. On va avoir un class.dex qui apparemment est du code Java compilé en Dalvik et exécuté par l'appareil. Et puis il y a d'autres choses qu'on retrouvera sur d'autres types de projets similaires, mais qui ne vont pas nous intéresser forcément ici. Alors, première expérience, en apprenant ça, je me suis dit que je pouvais peut-être regarder ce qui se passait si j'essayais de dépackager une application existante sur le store. Donc j'ai récupéré cette application qui s'appelle 4 images, un mot, dont le but c'est un jeu, hein, le but c'est de trouver le mot qui correspond aux 4 images données. Et j'ai dézippé donc son contenu. Et qu'est-ce que j'ai pu y trouver? Premièrement, un fichier avec du JSON qui indique toutes les solutions et puis les emplacements où est-ce que les emplacements sur Adobe des images associées, que j'ai trouvé rigolo. Et puis on peut aussi noter un dossier Flutter Assets qui peut potentiellement nous indiquer que c'est une application qui a été développée en Flutter et pour la suite de reverse engineering, ça pourrait nous aider pour comprendre le contenu. Mais bon, est-ce que on peut vraiment appeler ça du reverse engineering? J'ai juste dézippé une archive et j'ai regardé dedans. Je ne suis pas sûr, mais on peut dire que c'est un premier pas. Ensuite, côté construction d'applications Android, on a vu qu'il y avait des classes.dex, un fichier qui correspond à du code Java compilé pour Dalvik. À ce moment-là, j'en sais pas trop plus. Moi, ce que je sais, c'est que en Java, je vais écrire du code qui est compréhensible en lisant. Ça va passer dans un compilateur Java, être transformé en fichier .class, en bytecode, quelque chose qui est complètement illisible par nous. Ça va être compris par la JVM ensuite, donc ça va tourner sur une JVM et ça va être transformé en instruction machine pour que n'importe quel environnement sur lequel une JVM est installée puisse comprendre et que le code que j'ai écrit puisse s'exécuter. Alors, comment ça marche sur Android? Encore une fois, je suis allé voir sur la doc, et donc je découvre que une application Android, déjà toute la partie build est managée par Gradle, et que ça va prendre toutes mes sources, toutes les librairies, tout ce dont on a besoin pour le projet. Ça va passer dans le compilateur et ça va donner des fichiers DEX. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le compilateur Java, puisque le compilateur Java, il est censé faire des points classes. Ça, c'est de ce que je connais. Et ensuite, toutes ces sources, ça va être packagé et ce qui donne l'APK qu'on a vu précédemment. Donc je me suis posé un peu la question, qu'est-ce qui se passe entre
entre le compilateur et les DEX files. Donc, à savoir que les DEX files, c'est du Dalvik code, c'est de l'équivalent des points classes pour la JVM, sauf que c'est pas destiné à tourner sur la JVM, mais sur la DVM. C'est une Dalvik Virtual Machine, et ça a été conçu par Google pour tourner sur des mobiles, sur des systèmes restreints, par exemple en RAM et en CPU. Et en fait, pour en arriver à ce Dalvik code, il y a une étape supplémentaire qui est rajoutée à la compilation Java. C'est-à-dire que à gauche, pour un programme Java, on va simplement transformer en bytecode, et ensuite ça tourne sur la JVM. Pour du Dalvik code, on va avoir une étape supplémentaire qui va transformer le Java bytecode en Dalvik bytecode avec un DEX compiler. Pourquoi un DEX compiler? Parce que on a vu que la DVM, elle avait des ressources restreintes. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'optimisations entre le Java bytecode et le Dalvik bytecode. Bon, la DVM, elle était d'actualité jusqu'à Android 5.0. Aujourd'hui, ça tourne sur ART, qui est le Android Runtime. Mais au final, au niveau de la compilation, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on ait des fichiers .dex. On verra ça pour la suite. Et donc, j'ai cherché, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur ces schémas-là. Et une question que je me suis posée, c'est que ok, on peut compiler, donc on a les flèches dans un sens, mais est-ce qu'on pourrait pas faire l'inverse, partir du bytecode et remonter vers le code source Java? Et c'est là qu'on va en arriver à la déconstruction d'une application Android avec la décompilation. La décompilation, c'est quoi? En fait, c'est faire la machine arrière, c'est extraire les sources à partir d'un programme compilé. Donc, dans notre cas, ça sera à partir des points DEX et remonter aux sources Java qu'on a écrites. Comment marche un décompilateur? C'est pas l'objet de cet apéro-code-là, mais ça pourrait en faire un. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement des décompilateurs. Alors, il en existe plusieurs pour du DEX. On va citer Dex2Jar, Jadix, Ghidra, qui est l'outil de la NSA. Où tous ces outils-là sont gratuits, et il y a également des outils payants comme Jet Decompiler. Ils sont tous différents. Je pense que au niveau des algorithmes de décompilation, c'est pas tout à fait la même chose, donc ça ne rendra pas forcément le même code. Mais c'est pas ce qui nous importe. Nous, on utilisera Jadix pour cet apéro-code. On notera aussi qu'il y a des décompilateurs en ligne. Donc si vous allez dessus, vous allez voir, vous pouvez faire un drag and drop de fichiers et puis il va vous décompiler le code. On va voir d'ailleurs tout de suite ce que ça veut dire. Petit rappel cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de décompiler niveau légal, il faut que ce soit justifié. Donc moi je vais décompiler en fait l'application qui a été construite avec le starter kit Android Studio. Donc cette application avec login mot de passe toute simple. Donc comment ça se passe? On va ouvrir Jadix GUI qui va être l'interface pour nous permettre de faire de la décompilation. On a juste besoin de faire un drag and drop tout simplement, soit des fichiers DEX, soit du fichier APK. Et ce qui va se passer, c'est que automagiquement, ça va nous sortir la liste des packages Java avec des classes Java à partir seulement des fichiers DEX, donc du bytecode. Si je regarde un peu en détail la structure des packages, je me rends compte que ça correspond exactement ou presque à ce que Android Studio m'a créé en source quand il a généré le projet, notamment la partie FR test login, qui est mon package là où j'ai toutes mes sources. Qui ont donc la même structure, on a les mêmes noms de classes. Je remarque quand même qu'il y a un fichier activity login binding qui a été rajouté. Je sais pas trop à quoi ça correspond au début. Donc voilà, au niveau de la structure, c'est quand même plutôt bon signe pour de la décompilation.
Mais on va se poser un peu la question de le code, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, voici une comparaison. À gauche, le code des sources et à droite, le code qui a été récupéré par des compilations. Donc on va voir que encore une fois, la structure, elle est identique. Il y a les noms de variables qui vont changer, on remarque qu'ils sont basés sur les types des objets. OK, il y a des annotations qui ont disparu, mais elles n'ont pas l'air critiques. Il y a des commentaires qui ont été rajoutés par le décompilateur, mais ça n'a pas l'air important. Et les énumérations ont, par exemple, été remplacées par des entiers. Bon, c'est rien de dramatique. Alors là, je me pose une question. Est-ce que je peux modifier ce code qui a été décompilé, le recompiler, enfin le modifier un petit peu, le recompiler et régénérer une APK comme si de rien n'était? Donc naïvement, je me dis que au build de mon APK, mon Java il a été transformé en .dex. La décompilation a fait l'inverse, je récupère du Java, je vais le modifier, je recompile et je rezip. Tout devrait bien se passer, non? Oui, mais à première vue, mes fichiers dex, pour les rebuilder à partir de toutes mes ressources et librairies, j'ai aucune idée de comment faire. Et de ce que je trouve sur internet, notamment sur Stack Overflow, on dit ben, t'as qu'à reprendre tu crées un nouveau projet Android à partir de tes sources. Et je me dis, ah, pas bête, je vais essayer. D'autant plus que sur Jadix, je me rends compte qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle Save as Gradle Project, sachant qu'un projet Gradle, c'est ce qui va être compris par Android Studio pour un projet d'application. Donc j'extrais les sources dans un nouveau projet Android Studio et j'essaie de rebuilder. Et donc, une fois que mon projet est recréé, mes sources sont réimportées, je me dis que je vais faire ma modification, donc une modification toute simple et visuelle. Je vais essayer de modifier la couleur du fond de l'application. Si vous vous souvenez, le fond de l'application est noir, je vais essayer de changer la couleur. Donc je vais dans la classe associée, qui est la login activity, et je récupère l'objet en question. Donc je fais un inflate.getRoot.setBackground et donc là je mets la couleur en violet. Et là je me dis bon bah je vais essayer de rebuild. Sauf que je me rends compte que j'ai des erreurs de compilation qui sont une liste infinie sur des fichiers qui en plus sont externes. Ils ne dépendent pas directement de mes sources qui sont fr.test.login, donc la partie qui est dans ce package-là. Et en plus, je me rends compte que dans le fichier Gradle, il n'y a quasiment aucun contenu, que ce soit sur la version d'Android à utiliser ou les dépendances ou quoi que ce soit, parce que forcément, ça a été décompilé. Donc là, je me dis, je vais récupérer uniquement le package fr test login, je vais le mettre dans le projet, je supprime tout le reste et je réimporte les dépendances manuellement dans le fichier build.gradle. J'ai quand même une ou deux erreurs de compilation sur mes fichiers perso, mais le build finit par passer. J'installe l'APK et voilà ce que ça donne. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais en même temps, je sais pas trop à quoi je m'attendais vu ce que j'avais fait. Donc on se rend compte que globalement sur la forme, il y a tout ce qu'il faut. Quand on clique sur le bouton, il va encore se passer le message Welcome Jane Doe va encore s'afficher. Mais bon, on a forcément perdu de l'information entre les deux. Je suis pas totalement convaincu, d'autant plus que j'ai triché en réimportant les dépendances. Ouais, bon, je perds pas espoir et je me pose en plus une question, est-ce que la décompilation est-elle toujours aussi propre, hein? Parce qu'on a vu que notre fichier source et notre fichier décompilé, il était quasiment identique.
Donc je ne perds pas espoir et je réessaie avec une nouvelle application. Encore une fois, il faut qu'elle soit légale. Donc j'ai pris une application open source du nom de Lexica. Open source, elle est hostée sur GitHub, donc en plus ça me permettra de regarder dans les sources en cas de problème. Lexica, c'est juste un jeu avec des mots, mais le contenu va pas forcément nous intéresser. Nous, on va se focaliser juste sur l'écran d'accueil. Donc, je me fixe à nouveau des objectifs simples. On va décompiler, modifier un peu de code Java et recompiler, comme on l'a fait en fait sur l'expérience précédente. Donc, à nouveau, je décompile le code avec Jadix. Et je réimporte dans un projet Android et je me rends compte qu'il y a vraiment des tas d'erreurs de compilation quand j'essaie de faire un premier build assez naïf et que je pense pas pouvoir réussir à faire comme la fois précédente. Et d'autant plus que à ce moment-là, je suis un peu désespéré. Je vais regarder dans les sources du projet initial. Je me rends compte que forcément, il y a beaucoup plus de complexité que le simple starter kit que j'ai fait. Et qu'en plus, le projet est découpé en plusieurs librairies qui build séparément, etc. Ça a l'air d'une complexité vraiment. En plus, par rapport à ce que je connais, je ne connais pas Android, donc je ne sais pas faire ça. Bon. On note d'ailleurs que là, tout le contenu dans Jadix, on a des noms de classes qui s'appellent A, B, C, D. Bon, je tilte pas tout de suite, mais je me dis on va continuer comme ça. J'essaie quand même de faire des modifications pour que ça puisse build. Je traite les erreurs de compilation comme je peux. Et il y a un moment, je me rends compte que non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus, j'en vois pas le bout. Et surtout qu'à un moment, j'ouvre un fichier à l'intérieur duquel il y a des tonnes de commentaires qui sont rajoutés par Jadix, puisque c'est écrit Jadix Warning, et il me dit qu'il n'arrive pas à reconstruire le code et qu'il risque d'y avoir du code manquant. Donc, il n'a pas décompilé en fait ce morceau de code. Et là, je me dis mince, est-ce que c'est juste à cet endroit-là? Donc je recherche dans tout le projet, déjà Jadix Warning, et j'en vois des tonnes. Soit il n'a pas réussi à décompiler certaines parties, enfin, il n'a pas réussi à décompiler certaines parties pour différentes raisons. Donc là, je me dis, je vais jamais vouloir recompiler comme je voulais le faire à la base, mais d'un autre côté, ça m'étonnait pas trop. Donc je regarde pourquoi Jadix n'est pas forcément capable de décompiler ce qui a été compilé. Alors il faut savoir plusieurs choses. Déjà, le code décompilé ne sera pas forcément le même que le code source qui est écrit à la base, tout simplement parce que entre la compilation, enfin au moment où les fichiers Java sont compilés et transformés en point classe, il y a une perte d'information. De façon générale. Typiquement, le nom des variables, il saute. C'est un exemple basique, mais il y a beaucoup d'informations qui sautent. Le code est optimisé en plus, donc le code qu'on a écrit, il a été optimisé potentiellement par le compilateur, et ça ne correspond pas au code qui a été écrit une fois qu'on fait la transformation inverse. Et dernier point, plusieurs morceaux de code peuvent donner le même morceau de code compilé, notamment au niveau des boucles, par exemple. Différentes boucles peuvent donner le même code. Heureusement, le but, c'est d'optimiser et c'est d'avoir un comportement équivalent au final. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a un souci avec ce que moi je veux faire, c'est-à-dire retransformer ça en code Java. Donc la finalité, c'est que le décompilateur ne sera pas toujours en mesure de produire un code qui compile et que ce que je veux faire, en fait, modifier du code comme si de rien n'était, c'est impossible. À moins que il y a encore un espoir, quelque chose qui s'appelle le SMALI. Alors en fait, le SMALI, c'est une représentation qui est lisible par l'humain du bytecode. Parce comme on va le rappeler, les fichiers donc Java sont transformés en point classe, sont compilés en point classe et ensuite compilés en point .dex d'Alvit.
bytecode. Mais on pourrait potentiellement transformer un point d'ex en smally et retransformer le smally en point d'ex. Pour vous montrer la différence entre les deux, du bytecode, ça ressemble, si on l'ouvre avec un éditeur basique, à l'image de gauche, donc complètement illisible. Par contre, le smally, qui est une représentation de ce bytecode, c'est quelque chose de beaucoup plus lisible. Là, sur cet petit exemple de Hello World, on va se rendre compte que on va pouvoir setter des variables et puis jouer un certain nombre d'instructions. Ça fait un peu penser à du langage assembleur si vous en avez déjà fait. Donc, au niveau des objectifs, on change un petit peu notre fusil d'épaule. Ce qu'on veut faire, c'est plus juste décompiler, recompiler. Non, on va décompiler, transformer tout ça en smally, modifier le code smally, le retransformer en dex et puis y exécuter. On va peut-être finir par y arriver. Donc, pour faire cela, il y a un nouvel outil, un autre outil qui s'appelle APK Tool, qui permet de faire un certain nombre de choses, dont transformer du Dalvik code en smally directement depuis l'APK, et ensuite il permet de rebuilder l'APK une fois le smally transformé. Donc on va rentrer dans notre terminal une petite commande pour transformer donc notre fichier le DZIP et transformer les points d'ex en smally. Et voici ce que ça donne. Donc à gauche, c'est le dossier qui a été créé à la suite de la commande APK Tool, et on a récupéré une arborescence qui ressemble très fortement à ce qui a été décompilé par Jadix. C'est-à-dire que oui, globalement, il y a une grosse ressemblance et on se rend compte qu'il va y avoir un fichier .smally par Java class ou même par sous-classe Java. Par exemple, là, si on regarde la classe D, elle était présente à la décompilation juste une fois. La classe D.A, .B, .C, c'était des sous-classes de D. Bon, et ben très bien, ça va nous simplifier les choses quand on va avoir besoin de chercher du code et de transformer. Donc, mon objectif pour tester, ça va être de modifier du code de façon simple et visuelle. Alors, l'application, pour rappel, elle ressemble à ce qu'il y a à droite. Le but, ça va être de modifier le contenu lexica et de changer la couleur des tuiles qui vont avec. Pour cela, on va s'appuyer sur le code Java obtenu par décompilation pour faire les recherches de où est-ce qu'on va devoir modifier le code. Et ensuite, vu qu'on a un fichier par classe Java, on va aller le localiser dans le smally et puis le modifier. Première question, dans quel package on va chercher? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la structure, mais il y a une tonne de packages qui ont tous des noms différents. Je ne sais pas où est-ce que je dois aller. J'ouvre mon fichier application manifeste. Si vous vous souvenez, on a dit aussi qu'il y avait des métadatas qui permettaient de donner des informations sur l'application. Et donc, dans cette application manifeste, on va avoir des activities. Les activities, c'est quelque chose qui est propre à Android et qui va définir des points d'entrée par rapport à notre code source. Et on se rend compte que le package qui a permis d'où viennent les sources du projet serait comme .serwillow.lexica. Parfait. Eh ben, on ouvre ce package et puis on se rend compte que il y a un certain nombre de classes Java, dont une, on a de la chance, elle s'appelle Lexica Logo alors que beaucoup d'autres s'appellent ABCD. Elle s'appelle Lexica Logo, on l'ouvre et on se rend compte que notre objectif qui était de modifier Lexica, ça va être peut-être accomplissable vu que ça a l'air d'être ici que c'est défini. Donc on sait dans quel fichier on se trouve et on regarde dans le fichier smally associé et voilà à quoi ça ressemble. Bon, on peut pas y afficher toutes les lettres comme sur l'écran précédent, mais voilà, apparemment ici on va
attribuer on va attribuer différentes lettres pour créer l'écran d'accueil. Donc moi, ce que je vais faire, c'est facile. On veut changer une lettre, on n'a même pas besoin de s'y connaître en Smally. On va simplement changer la lettre A et mettre ce qu'on veut à la place. Ok, première étape, c'est fait. Deuxième étape, modifier la couleur des tuiles. Déjà, sur l'écran de tout à l'heure, on se rend compte que là où on a défini les lettres de Lexica, on a l'air aussi de définir tout le fond, puisque on va créer un canvas. Il y a d'autres choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, comme la définition d'une string qui s'appelle G, mais dans lesquelles on va donner quasiment toutes les lettres de l'alphabet, ce qui pourrait correspondre à ce qu'on voit derrière, les lettres qui sont mises dans un ordre assez aléatoire. Et puis, petite dernière chose qui peut mettre la puce à l'oreille que ça serait dans cette classe qu'il faudrait faire quelque chose, c'est qu'il y a une classe B, enfin une méthode B qui est appelée 20 fois dans cette boucle while. Et donc on peut se dire que, je pense que si on compte les tuiles, il doit y en avoir une vingtaine, on peut se dire que c'est ce morceau-là, c'est cette méthode-là qui s'appelle B, qui va être la création d'une tuile. Et donc c'est sans aucun doute ici qu'on va setter la couleur. Donc on va se déplacer dans la méthode B et on va chercher quelque chose qui s'appelle setColor. On a du bol, il y en a deux. Donc on ne sait absolument pas à ce moment-là quelle couleur est utilisée, mais on a deux possibilités, le premier setColor ou le deuxième. On se rend compte que le premier setColor, suite à ça, il y a un draw rect qui est fait, donc on va fabriquer un rectangle, ou en l'occurrence ici un carré sur le canvas, alors que de l'autre côté, ça va être sur un draw text. Donc je pense que la bonne couleur à modifier, ça va être la première. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se déplacer à nouveau dans notre fichier Smally, dans la méthode B, elle est assez facilement reconnaissable, hein, donc la première capture qu'il y a ici. Et pour s'y localiser, parce que mine de rien, il y a pas mal de lignes à l'intérieur, pour se déplacer dedans, on va chercher encore une fois le premier setColor, puisqu'on le voit ici, on a un premier setColor. Et ce qui a l'air de se passer, c'est que les deux lignes qu'on va voir ici vont permettre d'abord de récupérer la couleur qui est dans une variable quelconque et ensuite de la donner. Quand on regarde un peu plus en détail le code et en regardant un petit peu de la documentation sur Internet, j'ai pas vraiment besoin d'apprendre le Smally, mais je vois juste que l'équivalent de ce morceau de code ici, ça va être celui-là. En fait, ça va se passer en deux étapes. D'abord, à l'intérieur de V3, on va mettre la valeur de V9.A, quelle qu'elle soit, et ensuite on va faire un V7.setColor de V3. Peu importe les noms de variables, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre à l'intérieur de V3, là, de ce setColor, une couleur qu'on aura choisie. C'est aussi simple que ça, en fait. On va supprimer cette ligne-là. On va créer une nouvelle constante dans laquelle on va attribuer la couleur. Et puis, on va la passer. Au lieu de mettre un V7, V3 ici, on va mettre un V7, V0. Ça a l'air facile. Et c'est bien ça. Ça l'est. Donc on a fait nos modifications. Maintenant, il va falloir retransformer notre fichier en APK. Et APKTool nous le permet à nouveau via cette commande. Il fait son travail. On a un app-release minified.apk. Je l'installe sur mon téléphone et il ne se passe rien. Sur le coup, j'ai pas tout de suite compris, mais il faut savoir que il faut signer ces applications, puisque entre l'APK initiale et celle que j'ai modifiée, il y avait une signature de l'application par rapport à un checksum, c'est-à-dire que l'application, elle a changé, mais la signature qui permet de s'assurer de l'origine de l'application, elle n'a pas été modifiée, donc le téléphone n'a pas voulu l'installer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un certificat auto-signé avec KeyTool,
Et puis, on va utiliser un outil qui s'appelle JarSigner, qui va nous permettre de resigner tout notre package. Même s'il est auto-signé, ça devrait marcher. Ok, et ben c'est parfait, j'installe. Et on peut constater mes 2 modifications, donc le lexica qui a été transformé par Sedona et le changement de couleur. Voilà, comme si de rien n'était. On a pu faire du reverse engineering sur une APK qu'on ne connaissait pas en plus. Comme si de rien n'était, sauf que on est quand même sur un certificat auto-signé et il y a le Google Play Protect qui nous prévient que c'est pas très sécurisé. On a pu atteindre nos objectifs là-dessus. Et je me suis posé une question après, c'est ça avait l'air quand même assez facile. Enfin, il y a beaucoup d'étapes, mais derrière, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on peut empêcher ce reverse engineering? Alors, en cherchant, l'empêcher complètement, c'est complètement impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le rendre plus compliqué. Et ceci via des outils qui s'appellent des outils d'obfuscation ou d'obscurcissement, notamment avec ProGuard, qui est un outil utilisé par défaut par Android Studio. En tout cas, moi, quand j'ai créé le projet Login App dans la première expérience, j'avais un fichier ProGuard. Donc, qu'est-ce que fait un outil comme ProGuard, un outil d'obfuscation? Il va intervenir juste après la compilation Java. Le contenu de l'application correspond bien à ce qui a été codé, et il va faire des petites modifications, par exemple des renommages de classes, ou alors il va ajouter des instructions qui sont à la fois inutiles dans le code, mais sans impact sur l'application finale. Ou alors il va déplacer des instructions juste pour augmenter la complexité des instructions, et tout ça, ça va en fait mettre des bâtons dans les roues du décompilateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la deuxième expérience, quand on s'est rendu compte que Jadix nous affichait un tas de warnings, comme quoi il n'arrivait pas à décompiler. Donc un outil d'obfuscation, ça sert à la fois à ça et à rendre le code beaucoup moins lisible pour l'humain. Et d'ailleurs, c'est du code offusqué qu'on a pu traiter sur Lexica, donc sur la 3e expérience. Voilà, par exemple, le code qu'on a pu traiter avec des objets et des classes qui vont s'appeler A, B, C, D, alors que les sources originales avaient des noms beaucoup plus compréhensibles. Et voilà, donc voilà un petit exemple de fichiers offusqués ou désoffusqués. Voilà, donc c'est tout pour cet apérocode. En conclusion, sachez que tout ce qui peut être construit peut être déconstruit au moins en partie, quel que soit le langage utilisé. Il suffit de renverser les mécanismes. Il y a des gens qui ont créé des outils pour ça à chaque fois. C'est important de savoir construire pour déconstruire. Typiquement, là, on a fait des modifications mineures, mais je ne connais pas du tout le développement Android. Pour aller vraiment plus profond dans le reverse engineering et vraiment savoir comment tout marche, il faut déjà connaître, savoir faire de l'Android, par exemple. Ce qu'on a vu, c'est quelques techniques pour analyser les codes, le code source d'une application. C'est ce qu'on appelle de l'analyse statique, et on a pu voir en théorie et aussi un petit peu en pratique ce que ça permettait de faire. Mais il existe aussi d'autres techniques qui s'appellent des techniques de reverse engineering dynamique. Qui vont se passer au moment où l'application tourne. Typiquement, ça peut être écouter le trafic HTTPS d'une application pour essayer de reverse engineer les appels API qui sont faits. Ou alors faire des dumps mémoire à un instant T pour comprendre pourquoi il va mettre à tel moment quelque chose en mémoire et qu'est-ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur. Ou ça peut être même tout simplement utiliser l'application si le workflow de l'application est assez complexe. En fait, c'est plutôt un ensemble de techniques qui vont vraiment permettre de vraiment analyser et comprendre l'application. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Comme on l'a vu, c'est utilisé dans différents domaines, et il y en a un en particulier qui est la cybersécurité avec par exemple de l'analyse de malware.
C'est tout pour cet apéro-code. Je vous ai laissé ici un certain nombre de liens utiles au cas où vous êtes intéressé par différents sujets, vu qu'on en a survolé beaucoup. Je me suis aussi rendu compte que d'autres personnes avec des démarches identiques ont fait différents blogs ou topics. Enfin voilà, donc je vous les laisse ici si vous avez envie. Je vous remercie pour l'attention de cet apéro-code. Et Edouard, est-ce que tu voulais ajouter un mot? Merci Mathias, c'était très intéressant. Non, j'ai pas de mots à ajouter. Par contre, je pense qu'il y a des petites questions à te poser. Tout à fait. Eh bien, c'est parti pour les questions, si vous en avez. Non, j'avais une question un peu générique au tout début. Tu parlais d'algorithmes de décompilation. Donc du coup, en fait, on peut décompiler un code de plusieurs manières. Alors, j'ai pas d'expertise là-dessus, mais j'ai envie de te dire que oui, puisque je pense qu'il y a certains décompilateurs qui vont réussir à te sortir plus de données que d'autres. Sinon, il n'y aurait pas de décompilateur payant. Mais j'ai pas de détails là-dessus. D'accord, merci. Alors, je regarde l'onglet questions. Oui, je vois une question aussi de Rémi Poulachon. Si je remets une application rétro-ingénierie sur les stores, est-ce qu'elles sont acceptées par Apple ou Google? Comment peuvent-ils s'assurer que les devs est d'origine ou non? Tu as normalement signé ton application et l'application, elle existe déjà avec il y a des informations avec le package. Donc là, par exemple, com.serwillow, je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc si moi, à nouveau, j'upload une application, déjà, elle remplacera pas l'existante sur le Play Store. Je pense qu'elle apparaîtrait juste comme une autre application. Emmanuel, de souvenir, dans l'APK de WhatsApp, par exemple, tout le code sensible de l'application est placé dans les libres natives. Avez-vous essayé de décompiler le code natif? Non, pour le coup, pas du tout. Je me suis arrêté à ce que j'avais fait là. Je saurais pas te dire ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut aussi remplacer des ressources dans un APK, les fameux fichiers dans /res ou /assets? Alors, il me semble que oui, pour tout ce qui est image, par exemple, pour tout ce qui n'est pas transformé en binaire. Par contre, tu vas avoir des fichiers XML qui vont être la définition de tes interfaces dans ton application Android. Et cela, tu pourras pas forcément les modifier, même si j'ai vu à la décompilation avec APK Tool qu'il y avait certains XML qui étaient lisibles. Est-ce qu'on peut extraire des données secrètes d'un APK, par exemple des identifiants ou des clés d'API? Très bonne question, je me la suis posée moi-même juste avant cet apéro-code. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on jamais on ne stocke manuellement directement en dur dans le code les mots de passe identifiants. Je suis persuadé que Android, dans le SDK, il y a quelque chose qui est prévu pour les stocker de façon sécurisée. Alors, il y a quelques trolls dans les questions, je les skip. Je ne vois pas de quoi tu parles, Mathias. Ah. Alors, à quel moment considère-t-on que le code régénéré par reverse engineering enfreint la propriété intellectuelle de l'auteur? Est-ce que modifier simplement une couleur d'une application rentre dans cet état de fait? Alors, la loi là-dessus, elle est très floue, et le reverse engineering, notamment sur la décompilation, est assez extrême. Il y a eu un cas, il me semble, en 2015, de quelqu'un qui a publié du code décompilé de Skype. Juste, il l'a publié sur un blog et il a été poursuivi en justice pour plagiat. Donc la justice sur toute cette partie-là, c'est un peu compliqué. Si vraiment tu veux faire quelque chose, il faut se renseigner avant. Et en tout cas, sur le reste, on a l'air de dire que c'est OK de regarder le contenu au moins et par exemple d'écouter le trafic HTTP, quoi.
Après, ça dépend ce que tu veux en faire derrière. Il y a sûrement des conditions d'utilisation propres à l'application aussi. Donc voilà. Sébastien qui demande si le machine learning peut aider au reverse engineering. Pour répondre à ça, il faudrait que je sache exactement comment marche un décompilateur, mais j'imagine que il y a tout un tas de liens à la décompilation qui sont faits entre différents morceaux de code et que du machine learning pourrait sans aucun doute aider. Et la décompilation à iOS, on en parle ou pas? Alors pour iOS, je ne saurais absolument pas te dire. Je ne maîtrise pas le sujet. Je n'y ai même jamais touché. Je crois jamais avoir de buildé d'application iOS. Bien, grand merci Mathias. Merci à tous pour votre présence. Comme c'était le premier apéro code depuis un petit moment, donc je suis ravi qu'on ait pu renouveler l'expérience. Et puis rendez-vous très certainement le mois prochain, cette fois-ci, pour a priori discuter d'Elasticsearch et plus particulièrement d'Hibernate-Search que nous utiliserons et nous vous montrerons comment ça fonctionne dans un écosystème Quarkus. Voilà, donc un grand merci à tous et merci encore Mathias. Et puis à très bientôt. Pas de soucis, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.